Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Entre nous, les interviews inspirantes. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Baptiste Perrin. À seulement 25 ans, il dirige déjà 8 entreprises dont Stratégie Immobilier, qui est un des plus grands acteurs dans le domaine de la formation en ligne sur l'investissement immobilier en France. En plus de ça, il possède pas moins de 34 lots immobiliers en location. Dans cet échange, il nous partage son parcours, ses conseils et toutes les ressources utiles pour nous aider au mieux. Alors ne ratez pas une miette. C'est parti. Ça restera entre nous. Salut Baptiste, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Premier épisode du podcast Entre nous. C'est un vrai plaisir d'avoir quelqu'un de ton calibre pour commencer ces interviews. Voilà, moi je voulais commencer par te remercier, par te féliciter pour cette belle année 2022 et puis pour te côtoyer au jour le jour parce qu'on est amené à travailler ensemble sur ton projet Stratégie Immobilier. Je vois tout ce que tu fais tous les jours et c'est assez inspirant et impressionnant, donc je voulais te féliciter pour ça pour commencer. Merci. Salut Nico déjà. Salut, également. Ouais, comment tu vas? Écoute, ça va très bien toi. Bien, ça va bien, merci, ça va bien. Je suis très heureux, très content de commencer cette aventure et le fait que ça soit avec toi, c'est top. C'est avec plaisir, c'est vrai qu'on travaille ensemble au quotidien, donc c'est sympa de faire un podcast ensemble. Bah ouais, carrément. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide de ton parcours? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et puis qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Ouais, écoute, je vais te résumer ça le plus rapidement possible. Donc voilà, je m'appelle Baptiste, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, je gère, on a fait le compte juste avant avec Nicolas, avant de commencer le podcast, 8 sociétés, donc dans différents domaines, notamment l'immobilier. J'ai commencé par ça, donc par le fait d'investir dans l'immobilier, en particulier sur des immeubles de rapport. Aujourd'hui, du coup, j'ai 34 lots immobiliers qui sont répartis entre globalement la région lyonnaise, la région parisienne. Et j'ai également fait construire une villa à Bali avec un associé, avec qui je travaille également au quotidien, que tu connais bien sûr, Nicolas. Donc il s'agit de Marc qui travaille avec moi sur le projet Stratégie Immobilier. Donc Stratégie Immobilier, c'est quoi? C'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant quasiment 4 ans, je crois, qui à la base était une boîte de logiciels. Donc j'avais créé un logiciel pour les investisseurs qui souhaitent analyser leur rentabilité, faire des calculs financiers avant de se lancer dans un projet, en gros les aider en fait à analyser les projets. Donc c'est un logiciel qui existe toujours aujourd'hui, qui est toujours vendu encore actuellement. Et après ça s'est développé vers une boîte de formation, d'outils pour les investisseurs et par la suite une formation qui a fait un peu notre renommée qui s'appelle Stratégie Empire, qui est une formation professionnelle pour aider du coup des particuliers, des entrepreneurs à se professionnaliser dans l'immobilier, donc à vivre de leur activité immobilière via à la fois le métier d'investisseur, donc le fait d'acheter des immeubles de rapport, et le métier de marchand de biens, qui est donc le fait de faire de l'achat-revente, d'acheter un bien pour le revendre plus cher, qui est le métier de mon associé Marc qui enseigne cela avec moi sur la formation. Donc voilà aujourd'hui ce que je fais. À côté de ça, évidemment, je fais de l'immobilier toujours au quotidien, hein. J'achète des biens tous les ans. En 2022, j'ai acheté une dizaine d'appartements, de nouveaux appartements, et je continue d'en acheter régulièrement tous les ans. Et à côté de ça, j'ai également une activité d'investissement puisque j'ai créé mon modeste groupe, on va dire, d'investissement personnel où j'investis mon argent dans des sociétés, des entreprises qui sont en général des startups, soit des entreprises du coup en lancement qui font du logiciel par exemple, mais également des entreprises dans le domaine du digital de manière générale. Et bien sûr, d'autres types d'investissements que je peux faire au quotidien comme des investissements boursiers et bien évidemment d'autres achats immobiliers. Écoute, c'est plutôt complet. Je pense que pour ceux qui te connaîtraient pas, au moins ils ont une idée précise de ce que tu fais. Moi, je voulais savoir comment tu en es arrivé à l'immobilier, à faire ton premier investissement. Qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans? À quel âge tu t'y es intéressé? Et puis comment c'est arrivé tout ça? Bonne question. J'ai eu la chance d'être très vite intéressé par l'indépendance, la liberté en fait. Donc c'était même avant que je sois majeur en fait. Je pense que c'était à 15 ou 16 ans. Et je me rappelle, j'étais en première. Ouais. Et je sais pas, je cherchais sur internet comme je pense beaucoup de personnes, comment faire pour être libre, pour créer une entreprise, pour gagner plus d'argent, etc. Et je suis tombé par hasard sur l'immobilier. Et en fait, moi, je suis pas du tout issu d'une famille qui est dans l'immobilier. Mes parents, les deux sont enseignants, donc des fonctionnaires. Ils adorent ce qu'ils font, etc. Passionnés par l'enseignement. C'est un peu ce qui, je pense, qui fait ce que je suis aujourd'hui et que j'aime aussi beaucoup enseigner. Mais pas du tout par le business, l'immobilier, tout ça, toute la partie financière, ça leur donnait un peu des boutons, tu vois. Et moi, par contre, ça m'a tout de suite fasciné. Tu vois, j'ai commencé à voir l'immobilier. Directement, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est fascinant en fait. On peut acheter des biens immobiliers, les mettre en location, faire en sorte que les loyers qu'on génère payent le crédit et puissent nous permettre du coup de rembourser un bien et d'être propriétaire sans finalement mettre d'argent de sa poche. Quand j'ai compris cette logique financière, je me suis dit ouais, c'est incroyable. En plus, ça m'a passionné directement. Je me suis dit l'immobilier, la rénovation, la pierre, tout ça, le côté vraiment concret, tangible, ça m'a tout de suite vraiment intéressé. Et je me suis dit en fait, je sais pas, ça a été un déclic et c'est vrai que ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, mais je me suis dit mais en fait c'est ce que je veux faire. Je me suis dit c'est ce que je veux faire.
à ce moment-là. Et du coup, par la suite, j'étais mineur, donc forcément, j'ai dû attendre. Ouais. J'ai continué d'apprendre, de lire beaucoup, de regarder le maximum de contenu autour de ça. Dès que j'ai pu faire un stage, j'ai fait un stage dans une agence IMO où j'ai rencontré et j'ai choisi à dessein mon maître de stage qui était le patron de l'agence, qui en fait était investisseur, et je le savais en fait. D'accord. Et du coup, on a échangé et il m'a beaucoup aidé, il m'a donné beaucoup de conseils sur l'investissement. Lui, il avait, je crois, 30 ans à l'époque, peut-être un peu moins. Ok. Et il avait déjà, je sais pas, une dizaine d'appartements, donc j'étais ultra admiratif. Et en fait, je passais plus de temps à lui poser des questions sur l'investissement que sur le côté agent IMO qui m'intéressait au final pas tant que ça, tu vois. Et au final, voilà, j'ai appris beaucoup grâce à lui. Il m'a enseigné les méthodes que j'utilise aujourd'hui en partie, notamment le off-market, les méthodes de recherche, d'analyse de marché. C'est vraiment en grande partie grâce à lui. Et par la suite, du coup, dès que je suis devenu majeur, c'est un peu avant que je sois majeur, j'ai bossé à l'usine pendant 2 mois, pendant l'été, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était le travail. Pour toi. Ouais. J'ai vu ce que c'était le vrai travail physique, le Ouais. travail difficile, le travail répétitif. Chose que avant, j'avais déjà conscience de ça, parce que comme je te l'ai dit, j'étais déjà fasciné par l'IMO, mais j'avais pas en fait une frustration suffisante pour me dire, ok, il faut que tu te lances maintenant, il faut que tu fasses ça vite. Parce que je t'avais était pas assez forte. Ouais. J'étais étudiant en fait, j'ai fait des études, j'ai fait un bac plus 2 puis un bac plus 3 que je me suis arrêté après ça, mais je me suis dit c'est super, là j'ai fait de l'usine, bon c'était pénible clairement, mais moi ça va parce que une fois que j'aurais fait mes études, j'aurais un super travail. Enfin, j'y croyais, tu vois, j'étais vraiment persuadé que en sortant d'un bac plus 2, bac plus 3, j'allais avoir un travail de bureau hyper avec beaucoup de reconnaissance, où j'allais avoir un poste à responsabilité, j'allais bien gagner ma vie. Et après, j'ai fait un deuxième stage où j'ai fini dans un bureau dans un service commercial d'une énorme boîte, une multinationale. Et j'ai vu ce que c'était encore plus. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quasiment pire que l'usine. C'est-à-dire que d'une part, les personnes qui bossent là-bas gagnent pas forcément plus que les personnes à l'usine, alors un petit peu quand même, mais pas énormément. Au-delà de ça, c'était ultra stressé, une pression quotidienne de malade, une entreprise qui était, en tout cas à l'époque, je vais pas dire l'entreprise, etc., mais qui était à mon sens pas reconnaissante au niveau de ses salariés, il n'y avait pas de considération particulière, c'était un petit peu comme des éléments remplaçables, tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas vraiment de considération, pas beaucoup d'humanité. Ouais. Bref, ça m'a vraiment pas plu. Et là, je me suis dit, ok, il y a urgence, tu vois, il faut que je me lance. Donc dès que j'ai pu le faire, du coup, grâce en partie à la personne que j'avais rencontrée lors de mon stage en agence immobilière, je me suis mis à créer mon réseau off-market. C'était la première chose que j'ai faite. Donc, le réseau off-market, pour faire très très simple, c'est le fait justement de se créer un réseau d'apporteurs d'affaires, donc qui peuvent être des agents immobiliers, mais pas forcément. Il y a plein d'autres types d'apporteurs d'affaires, et faire en sorte d'avoir accès à des biens qui ne sont pas sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des bonnes affaires, elles ne sont pas sur le marché. Si tu veux, quand un bien rentre sur le marché immobilier, en général, on pense que ça va être sur le bon coin, etc., etc. Ce qui est vrai, il y a une partie des biens qui va sortir là-dessus. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as une concurrence qui est énorme, et au-delà de ça, si un vendeur veut vendre rapidement un bien, et en l'occurrence, quand c'est une bonne affaire en général, ça vient d'une vente rapide, la personne veut vendre rapidement, elle veut se débarrasser de son bien, donc elle est prête un peu à le brader. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va appeler un agent, lui faire mettre une annonce sur le bon coin, faire plein de photos, faire une annonce, récupérer plein de personnes qui vont être intéressées, faire plein de visites, etc. Ou alors, est-ce qu'elle va simplement appeler quelqu'un de son réseau, ou alors faire appel à un agent qui va appeler son réseau, qui va lui ramener seulement des acheteurs potentiels qui sont qualifiés, pour du coup aller plus vite? La réponse, elle est assez évidente. En général, ça passe par le réseau et donc par le off-market. Et donc, premier bien, c'était un petit immeuble que j'ai acheté 115 000 € et qui est venu en off-market. Donc, c'est vraiment... Déjà, à l'époque, c'était il y a 6 ans, un truc comme ça. Plus de 6 ans même. C'était déjà un prix qui était dérisoire. Aujourd'hui, ça l'est d'autant plus. Le bien, aujourd'hui, il vaut 300... Je sais pas, je dirais autour de 330, 340 000 €. Il y a eu des travaux, bien sûr, sur 115 000 €. Il y a eu 115 000 d'achat, il y a eu 10 000 de frais de notaire et il y a eu environ, je dirais, 45 ou 50 000, je ne me souviens plus, de travaux. Quand même, la plus-value, elle est conséquente. Et surtout, c'est un bien qui aujourd'hui génère plus de 2500 € par mois de loyer, tu vois. Donc, c'est un bien qui a un crédit de 1100 € avec les intérêts et avec l'assurance et qui rapporte plus de 2500 par mois. Donc, quand tu fais le différentiel, tu as une renta qui est énorme. Et puis, tu avais 18 ans, du coup, tout juste majeur quand tu as investi. C'est ça. Et quand tu as dit à tes parents... Je vais acheter un immeuble, tu as 18 ans, tu dis je vais acheter un immeuble parce qu'un immeuble ça paraît être un investissement énorme pour monsieur tout le monde, alors qu'en fait c'est accessible à peu près à toutes les personnes qui ont une situation stable. Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu et quelle a été leur réaction? Alors, il y a eu deux choses, il y a eu deux réactions. Parce que la première réaction, c'est quand j'en ai parlé la première fois. Mais rappelle-toi, j'ai commencé très tôt, tu vois, à m'y intéresser. Tu les avais préparés. Tu sais, quand tu as 15-16 ans, quand tu découvres quelque chose,
Enfin, en tout cas, moi, c'était mon T'es à cas. fond, La t'es première à fond chose que je dedans. faisais, j'étais à fond déjà. Et la première chose, c'est que j'en parlais à mes parents. Tu vois. J'ai toujours été D'accord. relativement proche de mes parents. On a une super relation, donc c'est génial. Je te cache pas qu'à 15 ans, quand ton fils il débarque, il te dit ouais, je vais acheter des appartements, c'est ce que je vais faire de ma vie, etc. Ils m'ont un peu pris pour un fou. Ouais. Et je les ai travaillés en fait. Hein. Moi, je suis un acharné. Donc, en gros, je me rappelle que tous les week-ends, quand je rentrais, parce que j'étais en études, je rentrais le week-end voir mes parents, voir ma famille, mes amis, etc. sur place parce que je viens d'une toute petite ville en fait, D'accord. à côté de Lyon. Je rentrais du coup, je faisais mes études à Lyon, je rentrais dans ce village-là. Et tous les week-ends, j'ai travaillé. Tous les week-ends, j'avais lu un nouveau livre la semaine ou j'avais regardé je sais pas quoi. Ouais. Et je leur apportais de nouvelles informations. Eux, ça, je pense avec le recul, ça les saoulait vraiment. Ouais. Parce que je parlais que de ça. Après, les parents ont l'habitude, je pense que les enfants. C'est ça, mais je pense qu'ils étaient quand même heureux que j'ai entre guillemets une passion, un truc qui me fasse vibrer, donc ils m'écoutaient, je pense par politesse. Et au fur et à mesure, je pense que ça les a persuadés, ils se sont dit mais en fait c'est pas con, en fait ça fait du sens. Et au-delà de ça, le premier immeuble 115 000 euros, c'est pas un gros montant. Même si Non, tu dis bah non. ouais tu vas acheter un immeuble, etc. D'accord, mais quand tu vois qu'un appartement peut coûter ce prix-là, et quand je dis un appartement à Lyon à 115 000 euros, Ouais, même à ouais. l'époque, même il y a 6 ans, t'avais rien, Même toi un tu connais, hein, studio, tu Nico, l'avais pas, t'es ouais. également Ouais, pas loin. Aujourd'hui, je sais pas, je suis plus tout le marché de Lyon Centre, mais t'as quoi à 115 000 euros? T'as un studio, non? Et franchement, je suis pas, mais je suis même pas sûr que tu arrives à avoir un studio décent sans travaux. Pas dans Lyon, je pense, ouais. Non, je pense pas. Donc en fait, je me suis dit, alors au-delà de ça, je reprécise une nouvelle fois, hein, le prix de l'immeuble était vraiment très très bas parce que c'était un bien off-market, c'était une personne qui avait, je pense, une soixantaine d'années, la personne qui vendait ça, elle prenait sa retraite, elle dit ok, j'ai D'accord. des dizaines d'appartements dans toute la région, je m'en fiche, je veux revendre juste rapidement, me prenez pas la tête. Je sais que les personnes, elles vendaient genre 10 ou 15 appartements à côté de ça en même temps que l'immeuble. Donc clairement, Ouais. pour elle, c'était pas grave, Ouais. tu vois, elle voulait juste s'en C'était débarrasser. sûrement pas leur plus gros projet. Non, parce qu'ils avaient des appartements dans d'autres villes plus grosses et donc où le prix du mètre carré était plus élevé. Donc en fait, la personne était un peu déconnectée, je pense, de la valeur du marché. S'est dit, ouais, ça doit valoir ça. L'agent immobilier qui me l'a vendu en off-market avait fait une estimation qui lui semblait juste et qui était vraiment cohérente, en tout cas pour lui. Sauf que c'était pas vraiment sa région à cet agent, donc je pense qu'il s'en rendait pas vraiment compte non plus. Ouais. Donc au final, cette combinaison de facteurs, plus le fait que j'ai négocié, parce que le bien était à 130, j'ai négocié 110, puis acheté à 115 avec la contre-offre. Bah voilà, finalement, on arrive sur un projet qui rend peu cher, 7 appartements, et c'est pas des studios, tu vois, c'était majorité de T3, tu avais 5 T3, enfin tu as toujours, parce que je les ai toujours, Ouais. 5 Ouais. T3, 1 T2, un studio. Donc ouais, c'est des vrais appartements, c'est une vraie surface. Et au final, aujourd'hui, je sais que si les locataires partent et que je reloue les biens, j'augmente encore les loyers. Et je pense qu'à terme, sous quelques années, les loyers passeront de 2000, là ils sont à peu près à 2550, 2600 je crois par mois, ils passeront à plus de 3000 euros, tu vois. Juste parce que j'aurais augmenté les loyers Ouais, de tu par seras ajusté l'évolution au prix, normale ouais. du marché. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pendant ce temps, la mensualité, elle reste identique. Hein. Elle bouge Ouais, pas. ouais. Et toi, tu as fait financer l'ensemble travaux, plus projet, plus frais de notaire, tu as tout Ouais. emprunté. Il y a eu un petit excédent de travaux qui a été payé de ma poche parce que j'avais mal estimé les travaux. Voilà, c'était erreur du débutant sur le premier projet. Ça a dû être entre 5 et 10 000 euros, je pense, qui ont été rajoutés. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois parce qu'en réalité, il y avait un différé de crédit. Donc un différé, c'est le fait de ne pas rembourser tout de suite. Donc avec les loyers qui rentraient, finalement, ça a plus ou moins couvert ça. Épongé, et de toute façon, quand tu vois le bénéfice du projet... c'est là où je voulais en venir. Tu as 18-19 ans, tu empruntes, tu fais tes travaux, bon, tu te lances, tu as déjà eu le déclic de l'immobilier. Une fois que les locataires ils sont en place et que le crédit commence à tomber, qu'est-ce qui reste à la fin du mois sur ce bien-là, une fois que tu as payé les charges, les impôts, toutes les taxes qui sont dues? Il te reste quoi, toi? Alors sur ce projet, on est, comme je te l'ai dit, à plus de 2500 euros par mois de revenus. Ouais. Au-delà de ça, tu dois déduire environ 1100 euros de mensualité. Ouais. Qui prend en compte l'achat, les frais de notaire et les travaux. Okay. Tu déduis grosso modo 100 euros d'assurance et environ 150, 160 je crois de taxes foncières. D'accord. Ok. Donc tu arrives globalement sur une enveloppe globale je crois que c'est autour de 1200 euros net par mois de profit avant impôt. Voilà, sur ce projet. Et en sachant que sur ce projet, tu rembourses plus de 1000 euros par mois à la banque. Donc certes, tu as de l'intérêt, mais à l'époque, les taux étaient très bas en plus. Tous les mois, tu t'enrichis entre guillemets de manière invisible, en plus de ces 1200 euros, d'environ, je dirais, 900, 1000 euros de crédit. Et toi, tu étais encore en études à ce moment-là? Ouais, tout à fait. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis... là, pour ce projet-là, c'est le seul projet où je me suis associé à quelqu'un en SCI pour en fait, profiter des revenus de la personne. Pour pouvoir faire passer le crédit, d'accord.
C'est ça, j'avais sourcé le projet en off-market, géré la négociation, la mise en location, enfin toutes ces parties-là, et j'ai profité du coup de l'effet de levier du crédit d'une personne qui est salariée, parce qu'évidemment je gagnais pas d'argent, j'avais 18 ans, donc c'était compliqué, j'étais encore en études, mais ça, tu vois, il n'y a pas d'excuse, ça m'a pas empêché de me lancer. Et après sur les autres projets, en plus ça m'a servi d'appui de me dire, pas l'aspect financier, mais de montrer que juste ce projet-là fonctionnait en fait, et que j'avais réussi à faire un projet par moi-même sur un immeuble qui était rentable, etc. Et après pour les autres, j'ai pu les faire tout seul sans aucun problème. Ouais, ça montre à la banque que tu sais faire des opérations rentables. C'est ça. Et du coup, elles ont confiance en toi pour les prochains. Mais du coup, donc toi, à 18-19 ans, tu rentres 1 200 € de bénéfices grâce à l'immobilier. Donc là, tu t'es dit, je vais faire ça toute ma vie. Bah, je me suis dit, je vais recommencer le plus vite possible. Petit problème, j'ai toujours pas de revenus. Donc je me dis comment je vais faire, parce que voilà, j'étais étudiant et en fait là il y a un choix qui s'est posé, c'est ok, qu'est-ce que tu fais? Soit tu arrêtes tes études et tu te lances en sachant que j'avais un bac plus 3, ce qui peut paraître bien, mais en réalité je sais pas si t'es familier avec ça, mais bien sûr, j'ai bac c'est pas tant que ça un bac plus 3. Je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment pas tant que ça, et c'était pas un bac plus 3 de fou non plus. J'avais fait un DUT et après une licence, donc c'était pas un truc de malade dans le public, en université, etc. Pas d'expérience professionnelle à part ça. D'accord. Donc j'avais le choix. Soit je me disais, je prenais le risque d'arrêter, soit je continuais mes études, j'allais au bac plus 5. Mon objectif de toujours, c'était d'avoir un bac plus 5 et de me dire, je fais une école de commerce. Donc je fais mes 3 ans en fait en licence et je fais 2 ans en école de commerce ou inversement, je sais plus. 2 ans et 3 ans, je me souviens plus à l'époque, ce que je voulais faire. Et je me disais, ouais, trop bien, école de commerce, je vais sortir un super bon salaire. Et je voyais des amis qui étaient plus que moi et qui sortaient d'école de commerce, qui gagnaient même pas 2 000 € par mois. Alors, c'est très bien, moins de 2 000 € par mois. Mais quand tu as fait 5 ans d'études, que tu as payé 30 000 € d'école, parce qu'il faut les payer les années d'école, sans compter ton loyer, sans compter tes charges. Du temps, ces gens-là, bon, pas la plupart du temps, mais certains d'entre eux prennent des crédits pour payer les études, donc il leur faut des années pour rembourser ça. C'est ce qu'ils ont fait la plupart. Et quand tu as un crédit à 30 000 €, c'est pas un crédit à 30 000 € sur 20 ans, c'est un crédit sur 5 ans en général. Donc tu as 5 ans à rembourser, tu as 30 000 à rembourser, voire plus, sur 5 ans. Ça fait beaucoup d'argent. Un salaire qui est pas énorme. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Et sans compter, ça c'est ce que les gens ne calculent jamais, mais le manque à gagner. Parce que quand tu passes 2 ans ou 3 ans de plus à l'école, c'est 2 ans ou 3 ans de revenus en moins. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que. Personne ne calcule. J'ai fait un podcast là-dessus d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, où j'explique ça. Mais c'est le pire en fait. Que tu payes 10 000 € par an pour ton école, ok, très bien. Mais que tu perdes 2 ans de salaire de ta vie qui vont t'amener à gagner plus, parce que 2 ans d'expérience, c'est pas rien sur un CV et donc dans l'évaluation d'un salaire, qui en plus sont les années les plus importantes de ta vie, parce qu'on sait que l'effet cumulé, donc le fait d'investir de l'argent, plus tu commences tôt, plus sur le long terme ça a d'impact. En fait, j'ai fait le calcul, je me suis dit, mais c'est forcément mauvais calcul. Donc je me suis dit, ok, je prends le risque, j'arrête tout. Et je me suis retrouvé, du coup, après il y a toute une histoire autour de ça, c'était une sacrée épopée, tu vois, mais je me suis retrouvé du coup à devoir prendre un travail en CDD. D'accord. Au début dans une agence d'assurance où je gagnais 1 200 € par mois, parce que j'avais pas le choix. Et je me suis retrouvé dans un CDD, c'était un contrat court, c'était pas un contrat en mode agent d'assurance ou en mode conseiller d'assurance, c'était vraiment un boulot, tu le connais du fait de Gaëtan qui travaille avec nous, qui a également bossé dans cette activité-là. Mais c'était un travail, je ne vais pas forcément détailler, mais c'était un travail qui était très rébarbatif, un travail très difficile, qui était du coup en gros ça s'appelle de la GED, de la gestion électronique de documents, dans le domaine des assurances. Et j'ai bossé 2 mois en tant que salarié là-dedans, où je gagnais 1 200 € par mois. Et je me suis dit, ok, là il y a l'esprit entrepreneur qui est revenu, et je me suis dit, ok, il y a ce travail-là qui est hyper pénible, que personne ne voulait faire, qui payait rien du tout en tant que salarié. Mais je me suis dit, il y a une niche, parce que 6 mois en tant que salarié, je suis assez bête entre guillemets pour le faire, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres qui veulent le faire pour 1 200 €, très peu. Au-delà de ça, il y a un besoin énorme pour toutes les agences d'assurance d'une certaine franchise que je ne citerai pas, pour ce type d'activité pile dans cette période. En gros, c'était le bon moment pour lancer ce service-là partout en France. Et là, je suis allé voir le patron. Tout le monde numérisait tous leurs documents. Exactement, ça passait au numérique. Et je suis allé voir le patron et je lui ai dit, écoute, quand j'ai fini avec toi, dans ton agence, est-ce que tu penses que d'autres agents seraient intéressés? Il m'a dit, bah oui, évidemment. Je lui ai dit, ok, mais est-ce qu'ils arrivent à trouver des salariés pour faire ça? Il me dit sincèrement, c'est très difficile. J'ai parlé à beaucoup de collègues qui galèrent et je pense qu'il y a un besoin. Et je lui dis, bah écoute, moi, mon idée, c'est quoi? C'est de faire ce que je fais là, mais de proposer ce service-là en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, en sachant que je suis déjà formé, je sais ce que je fais, j'ai déjà fait, je maîtrise, ils ont l'esprit tranquille, je me déplace chez eux et je le fais pour eux. Il m'a dit, bah sincèrement, il y a un besoin de fou. Et là, je me suis dit, ok, super. Donc, ça veut dire que je peux facturer ça
plus cher forcément que ce que je gagnais là, parce que du coup tu offres un service clé en main, je me déplace, etc. Donc ça a un coût, et potentiellement ça peut me permettre de gagner de l'argent. Et là, moi aujourd'hui, à l'époque, l'objectif c'était simplement de travailler, certes dans un travail qui va être difficile, qui va me faire bosser 8, 9 heures, 10 heures par jour, Ouais. mais ce qui était important pour moi, c'est de bien gagner ma vie et d'arriver avec un bon dossier pour mes prochains projets auprès de la D'accord. banque. C'était ça. Montrer que je suis l'objectif. bosseur, montrer que j'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros de côté parce que je voulais un taf, une activité qui puisse me permettre en quelques mois de mettre de côté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Ce qui est pas simple non plus, tu vois, il n'y a pas beaucoup de, Non, de c'est travail. pas évident. Surtout parce qu'à l'époque j'avais 19 ans, tu vois, j'ai eu la chance de terminer très tôt mes études. Donc j'avais une licence à 19 ans, j'ai eu mon bac à 16 ans, etc. Donc je me suis retrouvé à 19 ans puis à 20 ans, du coup, à faire cette activité-là. D'accord. Donc j'avais besoin de ça. Il n'y a pas d'autres métiers, il n'y a pas d'autres activités que être entrepreneur Non, pour gagner si autant. Tu vois. si t'entreprends pas, ouais, c'est pas des sommes que tu peux à cet âge-là arriver à amasser rapidement. C'est ça. Et moi, naïvement, je me suis dit, qu'est-ce qui serait un bon salaire, un bon revenu net? Je me suis dit, 3 000 euros par mois, c'est super. Et Ouais. j'étais bête parce que, sincèrement, 3 000 euros par mois, quand tu enlèves les frais que j'avais de déplacement, parfois, je devais payer des Airbnb, des hôtels, des Ouais, tu hébergements. travailles dans toute la France en fait. Hein. C'est ça. Et je devais Ouais. payer Alors, j'avais pas de voiture à l'époque, mais mon premier contrat, j'y suis allé en Flixbus. Pour t'expliquer. J'ai pris le Flixbus vers chez moi jusqu'à Paris. Et après, j'ai Oh là pris là. un Blablacar jusqu'à la ville où j'étais à côté de Paris, qui était vraiment à côté de Paris, à 1 heure de Paris, hein, attention. D'accord. Et je dormais à l'hôtel première classe de la ville. Tu sais, c'est l'hôtel le moins cher à 40-50 Ouais, euros la je nuit vois à bien. l'époque, tu Je vois. vois bien. Bref, c'était une épopée, ça j'ai raconté j'ai écrit un bouquin qui donne un petit peu mes pistes pour justement créer des systèmes, etc. Et je raconte cette anecdote là parce qu'elle est drôle, tu vois. Je me retrouve vraiment dans un hôtel où tu as tous les travailleurs du bâtiment qui venaient de pays d'Europe de l'Est qui étaient dans les chambres d'à côté. Je les entendais parler, je comprenais rien. J'étais ah, ouais, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je me suis retrouvé? D'accord, ouais. Et moi, le matin, je me levais à 7 heures pour aller à l'agence d'assurance. Et j'allais à pied parce que j'avais pas de voiture. Je devais marcher 20 minutes. Donc, je faisais du stop. J'allais à la station-service du coin. J'allais voir les gens. Je me disais, est-ce que vous pouvez me déposer dans le centre-ville, etc. Enfin, c'était vraiment un film, le truc. Et le gars, mon client, a pris pitié de moi. Il venait me chercher tous les matins et tous les soirs. Il me C'est ramenait vrai avec sa voiture parce qu'il disait, non, mais le pauvre, le mec, il se déplace, il traverse la moitié de la France pour venir m'aider sur une semaine en plus. Je vais peut-être être sympa avec lui. Je vais aller le chercher et tout. Il était super cool. Tous les soirs, on mangeait ensemble. Il me payait à manger et tout. Enfin, il était super sympa. Et franchement, quand j'y repense, c'était vraiment l'aventure. Et donc, bref. Artisanal. C'était Ouais, le c'est début. ça. Premier contrat, je vois ça. Je vois que j'arrive à facturer l'équivalent de 3 000 euros net par mois, une fois mes charges Ouais. payées, mes différents frais, un peu moins, on va dire. Et en fait, ce contrat il dure seulement une semaine et j'avais déjà booké plein d'autres contrats après. Parce que j'ai eu tellement D'accord. de demandes quand j'ai lancé grâce au bouche à oreille que du coup, j'avais booké plusieurs mois de contrats. Et là, du coup, je discute avec le mec chez qui j'ai bossé pendant une semaine et il me dit, mais j'ai une question à te poser. Ça va, tu t'en sors financièrement? Il me demande comme ça, tu vois. Et moi, j'étais en mode, mais attends, mais je vais gagner 3 000 euros par mois, c'est beaucoup pour moi. Pourquoi il me pose cette question? C'est bizarre parce que je suis censé gagner beaucoup. Ouais. Pourquoi il me pose cette question? C'est déjà une belle somme que j'avais facturée. Et je lui dis, mais pourquoi tu me poses cette question et tout? Il me dit, parce que c'est pas beaucoup ce que tu as facturé là, ce que tu nous factures. Ouais. Je lui fais, Par ah bon? rapport à un devis professionnel de quelqu'un qui a l'habitude, C'est ça. c'était dérisoire quoi. J'avais facturé, je crois, l'équivalent de 1 500 euros pour 4 ou 5 jours de travail, ce qui pour Ouais. moi était énorme. Et pour lui, Ouais, j'imagine. Ouais. avec le déplacement et tout, il m'a dit, mais t'es fou. Enfin, sincèrement, pour nous, quand on a vu le devis, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il s'attendait à ce que je leur facture peut-être 3 000 euros pour la semaine. Ouais, vois. au moins le double, ouais. C'est ça. Et moi, je me suis dit, mais attends. Et je me rappelle, ils avaient fêté, je sais pas, le recrutement ou, je sais pas, une bonne nouvelle dans l'agence. Donc on était tous avec du champagne et tout. Ils m'avaient offert enfin, tu sais, c'était vraiment super sympa. Ils m'avaient offert une coupe Ouais. de champagne, tout ça. Et je bois ma coupe de champagne, tu vois. Et je réfléchis, je me dis, mais attends, mais je suis con en fait. Je suis vraiment bête. Le mec qui me paye me dit, Il me tu dit factures que pas c'est assez cher. Ouais. Ouais, ça c'est Donc, rare. Hein. Évidemment, je vais pas augmenter son devis. Hein. Ouais, Bien oui, sûr, bah je l'ai non. facturé le montant que j'avais prévu. Mais t'inquiète pas que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et la semaine suivante, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible ce que je facture. C'est pas assez. C'est pas assez. Ouais. Et je me retrouve dans une autre ville. Du coup, donc je termine mon contrat le samedi. Je prends un autre Blablacar jusqu'à Paris. Je reprends Blablacar de Paris vers une autre destination. Je rappelle, j'ai toujours pas de voiture. Ouais. Et tu vois, vraiment, ça s'enchaîne hein, de jour en jour. Il n'y a pas un moment de pause. Le dimanche, je débarque dans une nouvelle ville. J'avais pris une chambre chez l'habitant, tu vois. Donc Oh c'est là là. vraiment l'aventure. Je me retrouve chez des Ah gens, ouais. je ne sais pas qui c'est. J'avais loué une chambre pour un mois, parce que là, c'est un contrat beaucoup plus long, pour D'accord. 220 euros le mois. 220 euros le mois, tout compris. La chambre, tout le mois. La chambre, 220. dans une super Ah, maison, chez des retraités qui étaient super gentils, qui m'ont accueilli chez eux, vraiment comme un roi. Ils étaient hyper sympas. Et franchement, je suis encore très bien tombé, tu vois.
Le dimanche, j'arrive, j'achète un vélo. Je vais sur le bon coin, je trouve un vélo, j'achète parce que j'en ai marre de marcher, tu vois. C'était littéralement à 20 minutes de vélo, tu vois. Donc il fallait vraiment que je prenne un truc. Donc voilà, bref, je vais pas te faire toute l'histoire, mais en gros, je me retrouve dans l'agence, je lui explique le devis, donc je change mon mode de calcul. Je lui dis voilà, le devis maintenant c'est ça, parce qu'on n'avait pas fait de devis en avance pour ce client-là. Donc je vais dans l'agence, je regarde tout ce qu'il avait à faire, etc., le travail qu'il avait à produire. Je lui dis voilà, c'est ça. Et là, le mec me dit ok, pas de souci, ça me paraît viable. Et au final, je me retrouve à gagner, tu vois, d'une semaine à l'autre, je passe de 3 000 € globalement à plus de 7 000 €. Parce que j'avais réajusté mon devis et ça restait très viable, tu vois. Mais 7 000 € quand tu as 20 ans, que t'as quasiment aucune charge, t'as 220 € de charge, enfin de chambre par mois, tu vois, c'est rien. Très peu de charges, parce que tu sais, quand tu lances une micro-entreprise au début, quand tu es jeune, tu as ce qu'on appelle l'ACRE, du coup ça te réduit tes charges sociales. C'est un dispositif qui est, je sais pas si ça existe encore, hein, mais qui est mis en place par le gouvernement. Je crois que ça existe encore, ouais. Voilà, bon, bah, c'était un super booster pour lancer ton entreprise quand tu es jeune ou que tu es au chômage et pour encourager l'entrepreneuriat. Donc finalement, je déclarais mes revenus, mais finalement, je payais très peu de charges parce qu'il y avait cet ACRE qui était en place. Donc c'était super, c'était un bon moyen de me lancer. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai réalisé des contrats sur plusieurs mois et je suis monté jusqu'à 10 000 € par mois du coup, de revenus grâce à cette activité à 20 ans. Du coup, j'étais vraiment bluffé. Tu avais investi en immobilier et tu gagnais 10 000 € par mois. À 20 ans, c'est des choses que... Ouais, alors au meilleur mois, c'était pas tout le temps. 10, ouais, mais je veux dire, c'est des choses que 8 Français sur 10, ils rêvent encore de faire en arrivant à la retraite, quoi. C'est incroyable la vitesse à laquelle tu as été pour faire tout ça. Bah après voilà, alors je précise, c'était pas des revenus automatisés machin, les revenus de l'IMO, j'y touchais pas. J'ai quasiment jamais touché. C'était pas d'accord. Ah non, c'était pas automatisé du tout, il fallait que je bosse tous les jours, je me levais à 7h30 du mat pour aller bosser et c'était pas du 9h 16h, hein. C'était un travail d'acharné. Tu faisais quand même des heures. Ça me rassure parce que je me suis dit que j'ai raté ma vie, tu vois, en t'écoutant. Non. Bah de toute façon, je pense que t'en as déjà parlé avec Gaëtan, il l'a fait aussi parce que par la suite du coup, j'ai pris Gaëtan en partenariat, il allait également faire des contrats pour cette activité-là par la suite, parce que j'ai décidé entre guillemets de la déléguer, d'apporter des contrats à une autre personne qui était Gaëtan du coup, et que lui allait effectuer ces contrats-là. Et du coup, voilà, c'était beaucoup de travail, et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que tu peux te dire, gagner 10 000 € par mois, c'est énorme, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué ? Une seule minute à toi, Je faisais que bosser, déjà. Deuxième chose, j'étais capé, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'au-dessus de cette somme-là, on me disait non en fait. J'ai essayé d'augmenter encore les prix de mes prestations, on me disait non, c'est trop cher. À ce prix-là, on peut recruter 4 personnes. Et ils ont raison, tu vois. À ce prix-là, on recrute 4 personnes, est-ce qu'on irait prendre un gars au lieu de 4 ? Même si j'étais très efficace, très bon, très qualitatif dans ce que je faisais et que j'ai toujours eu 100% de satisfaction sur mon service, en fait, le raisonnement humain, il fait que les gens se disent non, mais il peut pas être plus productif que 4 personnes. En réalité, je l'étais, sincèrement, sans jeter des fleurs, j'étais meilleur. Mais pour eux, c'était pas logique. Donc, je me prenais des refus. D'accord. Après, ouais. Mais bon, tout ça pour dire que tu as toujours eu quand même cet esprit entrepreneurial. Tu as commencé tôt. T'as tout de suite, quand tu as vu ce problème-là, tu t'es dit je peux apporter une solution, je vais essayer de me débrouiller. Pareil pour l'IMO, tu as tout de suite trouvé les petites choses qui font qu'on passe de quelqu'un qui voit un problème à quelqu'un qui crée une solution. Et moi, je voulais savoir, pour en revenir à l'immobilier, comment tu passes d'investisseur à ce que tu fais aujourd'hui, formateur. Quel est le déclic ? Parce que tu as parlé de tes parents qui étaient enseignants et du coup de cette passion pour l'enseignement. Mais qu'est-ce qui te fait à un moment te dire, parce que là, dans ce que tu nous racontes, l'objectif pour la suite, c'était de continuer d'investir, d'avoir cet argent de côté pour pouvoir faire des projets de plus en plus gros et continuer à investir. Quel a été le déclencheur pour que tu passes à la formation, pour que tu passes en tant que formateur en immobilier ? Et bah, comme je t'ai dit, en fait, le déclic, il n'a pas été direct, puisque je suis passé par une phase de transition où en fait, j'ai créé un logiciel. Ouais. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait ce projet d'assurance, etc. J'ai continué d'investir, bien évidemment à côté, donc j'ai pu racheter d'autres appartements. À côté de ça, j'ai créé en même temps, alors pendant que du coup on a travaillé ensemble avec Gaëtan, que tu connais encore une fois, sur la partie assurance, moi je me suis dit, si je délègue cette activité-là d'assurance qui me rapportait beaucoup, et donc qui me rapportera moins, le but c'est de créer un autre business, bien sûr. À côté de l'IMO, je vais créer un autre business. Donc je commence à créer une autre entreprise en ligne dans le domaine de l'affiliation. Et après, au-delà de ça, je me dis, mais en fait, ça me plaît pas tant que ça. Ma vraie passion, c'est l'IMO. Donc tu vois, j'étais un peu dans une phase. Sincèrement, j'étais dans une phase très difficile à une période. C'était, je sais plus quand c'était. Bref, j'étais parti en voyage en Asie pendant 3 mois. J'avais fait différents pays d'Asie, etc. Grâce justement à ce que j'avais créé avant, je pouvais avoir cette possibilité, donc c'était plutôt cool. Et à un moment, je me rappelle, je revenais d'Asie, j'étais en Italie,
j'étais au lac de Côme, pour ceux qui connaissent, c'est dans D'accord. l'Italie. Ouais. Et tu vois, mon business sur Internet, ça prend pas vraiment. Tu vois, j'étais un peu entre deux, j'étais un peu dans une phase où j'étais un peu déprimé, quoi, vraiment. Ouais. J'étais vraiment, ah putain, j'arrive pas, quoi. Vraiment, j'arrive pas. Alors, ça m'est arrivé plein de fois avant, j'ai eu plein d'échecs, etc. J'ai pas forcément tout détaillé, mais tu te doutes bien que dans la phase entreprise, assurance, d'ailleurs, c'était le truc le plus dur que je pense que j'ai fait. Sincèrement, en termes d'entrepreneuriat, etc., ça a été la période la plus difficile. Je regarde de super bons souvenirs parce que c'est ce que j'allais dire. C'est là où on garde de bons souvenirs. Et puis, est-ce que c'est pas quand on bricole des choses comme ça qu'on garde des souvenirs 100%. Ouais, mais sur le moment, c'est pas ce que tu dis. Sur le moment, t'es en mode putain, je suis enfermé dans une pièce, dans une cave. Une fois, j'étais chez un client, il m'avait mis dans le sous-sol. Donc j'étais genre dans une cave, il n'y avait même pas de fenêtre, tu vois. Et je passais ma journée. Alors par contre, j'avais toujours eu cette idée de rentabiliser mon temps. Donc pendant que je travaillais, j'avais toujours mes écouteurs et j'écoutais tout le temps soit des podcasts en anglais, des vidéos YouTube en anglais, donc j'ai progressé énormément en anglais. Soit j'écoutais des livres audio, soit j'écoutais des fois, on va pas se mentir, des fois j'écoutais des trucs stupides ou de la musique, bien sûr. Mais globalement, la moitié du temps, j'écoutais des choses qui avaient pour but de me faire progresser et d'évoluer en tant qu'entrepreneur. Et dès que je entendais quelque chose dans le podcast ou dans une vidéo qui me faisait tilt, je l'appliquais tout de suite dans le business que j'étais en train de faire, en fait. Incroyable. Et ça m'a beaucoup aidé, et notamment sur la partie pricing. D'accord. Bref, je suis parti un peu dans. On y reviendra, ça m'intéresse tout ça, mais. Je suis pas dans un côté, mais ta question c'était le déclic la transition. Pour faire de la formation, la transition, voilà. Ok, donc du coup là, je lance ce business, je suis sur cette phase de transition là au lac de Côme. J'étais en face du lac comme ça, il faisait pas beau. Je regardais le lac, j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi, vraiment, je sais pas. Et je me dis en fait l'IMO c'est ce qui me passionne, peut-être que je dois faire que l'IMO en fait. Je me suis dit mais c'est dommage parce que j'ai une expertise en IMO, j'ai une expertise en entrepreneuriat qui me permet d'être légitime parce que ce que j'ai appris en entrepreneuriat, je l'applique dans l'immobilier. Il ne faut pas croire que les deux sont distincts, que ça n'a rien à voir. Pour moi, l'immobilier, je dis toujours, c'est de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat. Ceux qui prennent l'IMO comme de l'investissement n'ont pas compris. Pour moi, tu peux le prendre comme ça. Oula, attends, ma caméra, voilà, c'est bon, elle fait focus. L'immobilier, ce n'est pas de l'investissement. L'investissement, c'est quand tu achètes une action en bourse, tu t'achètes, tu mets de l'argent et ça reste passif. Le seul immobilier qui est de l'investissement vraiment, ça va être si tu fais du neuf ou du clé en main. Là, ok, on peut assimiler ça à de l'investissement. Ou tu peux acheter des parts d'investissement de SCPI, etc. Tout à fait. Mais c'est pas du tout le sujet. Enfin, moi, c'est pas du tout ce que je fais. Non, si tu fais de l'immeuble de rapport pour que ça te génère un salaire, moi, dans mon cas, chacun de mes immeubles génère un salaire de bénéfice par mois. Tu peux pas le faire en mode investissement en disant je vais acheter un bien et je vais attendre. Ça marche pas comme ça. Ça peut arriver dans de rares cas. T'achètes un bien, il est ultra rentable. Tu vois, on a fait un projet sur Bali avec mon associé. On a fait construire une villa sur Bali. C'est du clé en main en fait. On est passé par une entreprise de construction. Pour ceux qui se demandent, on n'est pas allé sur place, gérer le chantier, gérer les personnes qui bossent sur place. On est passé par une construction. Bon, il se trouve qu'on a eu le bon flair. C'est un bien qui génère aujourd'hui entre 5 et 6 000 euros par mois de loyer. Cette villa, et on a quasiment rien fait. Mais voilà, on a eu entre guillemets de la chance, de la réussite, peu importe comment tu l'appelles, mais c'est pas le cas de tous les projets. Là pour le coup c'était de l'investissement, mais sur les autres projets c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Tu dois trouver la bonne affaire, trouver ton bon marché, faire en sorte de créer ton réseau off-market, faire en sorte de valoriser ton bien pour le louer plus cher, etc. etc. Donc ça c'est de l'entrepreneuriat. Il faut que tu sois actif, tu peux pas laisser les choses couler. Exactement, et je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bref, voilà, je me dis c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai quelque chose à partager. Ah oui, je disais, voilà, la scission entre l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc tout ce que j'ai appris dans mes métiers en tant qu'entrepreneur, je l'applique à l'immobilier. C'est ce qui fait que je me débrouille pas mal en investissement immobilier, entre guillemets, même si j'aime pas le mot. D'accord. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, j'avais déjà un compte Instagram où je partageais mes aventures, entre guillemets, d'entrepreneur, d'investisseur, à but non lucratif. Je vendais rien, ça m'apportait zéro, mais juste partager, je sais pas, mes voyages, ce que je faisais au quotidien en tant qu'investisseur. Ça me faisait plaisir, tu vois. Ça m'a toujours fait plaisir de partager ce que je faisais. Et pendant, je sais pas, un an et demi, ça m'a rapporté absolument 0 €, tu vois. Vraiment rien. Mais c'est pas grave, ça me faisait plaisir. C'était pas le but. Le but c'était de faire des rencontres au niveau business. Quand j'étais à Bangkok, le fait d'avoir un compte Instagram où je partageais des choses, ça m'a ouvert des portes à certaines personnes que j'ai pu rencontrer. Ça m'a permis de me créer du réseau, de me créer des partenariats, etc. Donc c'était super. Et à ce moment-là, je me dis peut-être que j'avais créé un tableau Excel à l'époque pour analyser mes biens, très simple. Et je me suis dit pourquoi pas partager ça. Donc j'en parle sur le Instagram, j'ai une réaction de malade. Tout le monde me dit c'est super intéressant, etc. Je me dis ok, bon bah le tableau en l'état, c'était un tableau que j'avais fait pour moi, avec des formules quand même assez complexes qui prenaient en compte toute la partie financière. C'était pas juste un tableau de rentabilité, c'était un tableau qui prenait également en compte une prévision de la fiscalité sur les années à venir, etc. sur ton bien, pour choisir le bon mode fiscal, etc. Donc c'était un travail quand même assez important que j'avais fait pour moi à la base, pour choisir le bon mode fiscal, etc. sur mes différents projets. Et je me suis dit, t'as ce tableau-là, refais-le, fais-le designer, fais un beau truc et commence à le vendre, on verra ce que ça donne. Et donc je lance ce tableau Excel
de rentabilité, je le mets en vente sur mon compte Instagram, et là, ça cartonne. Genre du jour au lendemain, juste avec mon audience de personnes qui étaient intéressées par l'entrepreneuriat et l'investissement, on en vend énormément, tu vois. Et je vois ça, enfin, je te jure, ce jour-là, je vois le truc, je fais, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont vraiment été intéressés par le produit que j'ai créé moi-même, et finalement, si tu réfléchis bien, j'avais jamais fait ça avant. J'avais jamais créé quelque chose de moi et vendu le produit. Ouais. Et donc, je vois les résultats, je me dis, waouh, c'est incroyable, le truc cartonne. Après ça, je fais appel à un développeur, on le développe sur une plateforme qui est aujourd'hui prnmedia.fr, vous pouvez aller voir si vous voulez sur Google. C'est le site du logiciel, donc c'est un vrai logiciel avec un login, un mot de passe, etc. Enfin, c'est une vraie plateforme en ligne. Donc on a développé avec un dev, donc ça m'a coûté de l'argent, etc. Mais pour moi, c'était l'évolution du truc. Et j'ai commencé du coup après à faire de la publicité et à promouvoir, on en a vendu plusieurs milliers, etc. Et ça représentait quoi, excuse-moi, je te coupe, ça représentait quoi à peu près l'audience à cette époque-là? En termes de personnes? Sur Instagram, ouais. Quand tu dis que ça a bien marché, c'était moins de 2000 personnes. Moins de 2000 personnes et tu as eu 1500 personnes, tout de suite. D'accord. 1500 personnes, dont peut-être 1000 qualifiés. D'accord. Et il y avait mes amis, il y avait mes proches. Ouais, il y avait plein de gens qui n'étaient pas forcément intéressés par l'immobilier, mais peut-être autour de, je dirais entre 500 et 1000 personnes vraiment intéressées par l'immobilier, qualifiées. Et du coup, ça a plu tout de suite à ces gens-là et tu t'es dit, il y a quelque chose là encore. C'est ça. Et du coup, par la suite, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, si tu réfléchis, j'avais juste demandé à l'audience ce qu'ils voulaient, je leur ai montré un truc, ils avaient réagi. Ouais. Et en même temps, ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé un bonus à côté de la formation, du logiciel, qui était une formation justement. Une formation qui durait 1 heure, hein. C'était pas une grosse formation, c'était une formation d'1 heure où j'enregistrais mon écran et je leur montrais ma méthode de recherche. Et là, j'ai plein de gens qui m'écrivent, qui me disent logiciel super, mais limite ils s'en foutaient un peu, ils étaient en mode mais la formation était super intéressante. J'aimerais bien que tu m'en dises plus sur ça. Donc je complète gratuitement. Je complète la formation. Et après, on me dit, mais attends, là, t'as parlé que de recherche, comment tu fais le financement, etc., etc. Et donc, je commence à compléter, à créer d'autres petites formations, etc. Je crée également un dossier bancaire avec un designer. Donc, on crée un modèle de dossier qui aujourd'hui, tu le connais, qu'on a fait évoluer énormément, qui est un dossier je sais pas combien de milliers de personnes utilisent au quotidien, mais c'est un dossier qui s'est vendu énormément. On en vend quasiment tous les jours. C'est un dossier qu'on a fait designer avec un designer de très haut niveau. Donc c'est un outil clairement que tu présentes à la banque, qui est ultra bien design, qui est, tu l'as vu toi Nico je pense, qui est ultra professionnel. Enfin quand tu montres ça à ton banquier, le banquier il hallucine. Enfin on a des retours tout le temps de personnes qui disent j'ai montré ça à mon banquier, il m'a dit j'ai jamais vu un dossier pareil, j'ai jamais vu ça. Donc ça c'est un autre outil qu'on a développé, des scripts autour de la négociation par exemple, puisqu'on a développé pour enseigner, où j'enseigne en fait mes méthodes de négociation à l'écrit quand tu veux réduire le prix d'un bien, comment tu fais pour argumenter ta négociation. Bref, plein de produits autour de ça. Et ça, c'était axé sur la demande. Ouais, je vois. Tout un écosystème de petits produits autour de ton expertise immobilier qui peuvent servir à d'autres investisseurs ou futurs investisseurs. C'est ça. Et en fait, j'ai rien inventé. J'ai juste écouté ce que voulaient les gens. J'aurais demandé, ok. Et ils m'ont dit, mais en fait, personne parle de ça, personne parle de off-market par exemple, etc. Et là, je me suis dit, bon, ok, ça suffit. Tout le monde me demande plein de questions sur tout. Faisons un programme complet en fait, avec un aspect accompagnement, un aspect suivi professionnel. Parce que c'est ça qui te démarque surtout des autres. C'est le fait que déjà, il y a deux chemins distincts dans la formation. Il y a l'investissement locatif sur les immeubles et puis il y a l'achat-revente avec 2 expertises différentes. Et puis, deux experts différents aussi. 2 experts différents. Et puis, il y a l'accompagnement où les élèves sont suivis de A à Z dans tout leur parcours et ils sont assistés s'ils ont des questions, il y a quelqu'un pour leur répondre et ils ont toujours un interlocuteur. C'est ça. Et du coup, en fait, on a vraiment créé une formule entre guillemets de formation qui n'est pas juste un espace membre avec 3 vidéos et allez débrouille-toi, vas-y, fonce et surtout ne me pose pas de questions parce que j'ai pas envie d'être dérangé. Non, c'est pas ça. Ce qu'on a créé sur Stratégie Immobilier, sur Stratégie Empire aujourd'hui, qui est la formule phare qu'on a créée et qui cartonne actuellement et depuis plusieurs années, ça a été vraiment une formation en ligne, certes, mais avec tout un aspect suivi, accompagnement. On répond aux questions tous les jours. Il y a un forum, il y a des consultations vidéo, c'est-à-dire que tu me poses une question. Toi, tu connais encore une fois Nico, mais je vais expliquer pour tout le monde. Tu me poses tes questions à l'écrit et moi, je te réponds en vidéo, comme là, en visio. Je fais une vidéo, dès qu'il y a des questions, en fait, je fais une vidéo, je réponds à toutes les questions à la suite. On a une plateforme qui est super pour ça. Et je réponds à toutes les questions à la suite et en vidéo, en direct, de manière personnalisée. À côté de ça, on a des référents avec qui on travaille, qui sont là à temps plein pour répondre sur WhatsApp
à tous les élèves en cas de question, les orienter vers les bonnes vidéos, les orienter vers les bons sujets de forum, les orienter vers les bonnes choses, répondre à leurs questions quand elles n'ont pas de réponse aux questions des élèves, ils réorientent vers nous, où on répond en direct, soit moi, soit Marc, qui va répondre en direct. Marc, je précise, qui est marchand de biens, qui a réalisé plusieurs millions d'euros en achat-revente. Donc voilà, on a 2 experts, entre guillemets, dans leur domaine, qui répondent à tes questions en perso. On a des lives tous les dimanches également, où, même chose, on répond à toutes les questions, on fait en sorte, du coup, de suivre, de motiver tout le monde. Les références sont là également pour ça. Elles écrivent toutes les semaines aux élèves qui sont dans la formation pour leur dire, ok, t'en es où, est-ce que tu as pu suivre, est-ce que tu as des questions, est-ce que tu es bloqué à tel endroit, qu'est-ce qui te bloque, etc. Bref, on a vraiment créé tout un écosystème ultra professionnel et ultra réactif qui fait qu'aujourd'hui, on a créé la formule, je pense, idéale pour ce que recherchaient nos clients. Ouais. Tu veux que personne soit laissé pour compte, tu veux que personne se démotive, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour les relancer, pour leur dire allez, continue, tu vas y arriver, et tu veux qu'à aucun moment les élèves ne se sentent... On rappelle mais les gens même. Ouais, ça, c'est tu veux pas qu'ils parfois se sentent laissés dans on les leur harcèle, coin, tu vois. Non mais c'est bien. Il y en a qui nous disent, on s'est déjà arrivé des gens qui nous disent c'est bon, là j'attends 2 mois, là j'ai beaucoup de travail dans mon entreprise, je reprends dans 2 mois, mais c'est super, mais juste recontactez-moi dans 2 mois parce qu'on leur écrit tellement, enfin on les relance tellement, on les suit vraiment, qui nous disent bien, moi je sais, le voyant de l'intérieur, que tu mets un point d'honneur vraiment à la qualité du suivi, à la qualité de la formation. D'ailleurs, on la refait régulièrement, on la met à jour régulièrement, bien évidemment. C'est ça, et puis d'ailleurs c'est un organisme de formation aujourd'hui reconnu par l'État, donc ça te rajoute à toi plein de responsabilités légales pour prouver que tu fournis une formation de qualité. En parlant de ça, moi je voudrais savoir ce que tu penses de toutes les personnes qui voient le domaine de la formation en ligne comme un domaine d'arnaqueur et tout ça, alors que de ton côté tu fais autant d'efforts pour proposer une formation de qualité et puis pour réussir à accompagner au mieux toutes les personnes qui te font confiance. C'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. En général dans la vie. Ouais. Et je pense que il n'y a pas de... Enfin, je comprends ces personnes parce que moi-même, j'avais cette même image, en fait. D'accord. Et quand je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que si les gens pensent que tel ou tel domaine est sujet à arnaque, c'est évidemment pas le cas de 100% des choses, c'est qu'il y a eu des raisons. C'est qu'il y a des raisons. Et pour moi, quelles sont ces raisons ? C'est effectivement qu'il y a eu des personnes peu scrupuleuses qui se sont emparés de ce domaine-là pour vendre des choses de moins bonne qualité, enfin de qualité médiocre, voire ne rien vendre du tout, parce que c'est avec des personnes vendent des formations et ne délivrent rien en fait, c'était vraiment juste de l'arnaque, tu vois. Okay. Donc je dirais que c'est normal que des personnes pensent ça. Ça n'empêche pas des milliers de personnes d'acheter des formations tous les jours. Bien sûr. Pas que chez moi, j'aimerais bien, mais pas que chez moi. Donc des formations en ligne, il y a de tout. Ouais. Il y a, par exemple, moi tu vois, actuellement je fais une formation à HEC Paris, et c'est une formation en ligne. Est-ce que c'est l'arnaque ? Non, parce que c'est HEC. Mais non, c'est pas ça. C'est pas parce que c'est HEC que c'est pas une arnaque. C'est parce que il y a formation qui fait que voilà, c'est une arnaque ou pas une arnaque. Exactement. Donc je pense que effectivement il y a des raisons. Je pense que les personnes qui ont cette image de la formation ont des raisons, ont de bonnes raisons de le penser. Ouais. Je pense également que voilà, comme dans tout marché, tu as de l'arnaque, tu as pas d'arnaque. Je sais pas, tu prends n'importe quel domaine où il y a eu des personnes mal intentionnées, ça a une mauvaise image. C'est notre travail aujourd'hui en tant que formateur, en tant que personne qui propose du contenu, de l'accompagnement, de faire en sorte d'embellir cette image. Et sincèrement, sans parler de moi, ce que je vois autour de moi aujourd'hui dans les autres domaines que l'immobilier, dans n'importe quel domaine, je vois quand même que la formation, alors c'est peut-être juste ma vision moi, mais la qualité de ce qui se propose, des messages qui sont proposés, des résultats qui sont proposés, j'ai l'impression que ça s'améliore beaucoup par rapport à il y a 3, 4, 5 ans. Je sais pas si tu es d'accord toi Nicolas. Je suis totalement d'accord parce que les gens ont l'habitude maintenant de voir un petit peu le genre de pub, le genre de choses qui sont là pour vendre de la formation et du produit numérique. Et je pense que les personnes arrivent plus facilement à faire le tri entre des formateurs sérieux avec une vraie expertise dans un domaine et des formateurs moins scrupuleux qui sont là juste pour faire de l'argent rapidement. Ouais. Et le fait que les clients sont capables de faire ce tri par eux-mêmes, ça pousse les professionnels à fournir encore plus de qualité et à essayer d'avoir un niveau de satisfaction encore plus haut. Et du coup, ça fait monter le niveau général de l'industrie à la hausse et ça va en s'améliorant. Et je pense que le domaine de la formation en ligne, ça va être un des gros domaines dans les années à venir qui va se développer encore. C'est en train d'exploser déjà depuis des années. Et aux États-Unis, on est déjà à un chiffre qui est 10 fois plus important qu'en France en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de nombre de personnes, de pourcentage de personnes qui ont déjà acheté une formation, on va dire, en ligne. Donc, pour moi, c'est un marché qui va être en plein essor. Et évidemment, tout se professionnalise, tout s'améliore. Je conseillerais aux personnes de... Alors, c'est très difficile parce que tu as des personnes qui n'ont pas la volonté, mais de faire preuve de discernement par rapport à ce qu'elles voient.
essayer de, je sais pas, de regarder des choses un peu impartiales. Je sais pas, nous par exemple, on utilise Avis Vérifié pour recenser les avis de nos différents clients sur l'une de nos sociétés. Je suis actionnaire d'une autre entreprise dans laquelle tu également, tu travailles aussi avec nous sur l'autre entreprise, Nicolas. Ouais. On a également on a un site également qui recueille des avis des personnes, des utilisateurs. Donc tu vois, on essaie de faire en sorte de montrer des choses, des témoignages. Tu peux aller sur la chaîne YouTube Stratégie Immobilier, tu vas voir des dizaines de personnes qui ont acheté de l'immobilier grâce à nous. On va chez eux, dans leur appartement, dans leur maison, dans leur immeuble, avec une équipe de tournage. On fait un tournage, on leur montre, enfin on montre à nos futurs élèves ou à nos élèves les projets réalisés par d'autres élèves comme eux. On montre le projet, les rénovations, les prix, les chiffres, les actes authentiques, on montre absolument tout. Donc après, je pense que le travail à faire, enfin, des arnaques dans n'importe quel domaine, il y en aura toujours. Bien sûr. Il y en aura toujours. Tu vois, c'est comme les garagistes, il y en a qui ont mauvaise réputation parce qu'ils arnaquent des gens, d'autres qui, la majorité qui ne le font pas. Les assureurs, je suis passé pour le savoir quand j'étais dans les assurances, j'ai jamais été assureur, mais je voyais, les assureurs, ils ont mauvaise réputation aussi. Pourquoi ? On ne sait pas trop. Parce que tu en as qui ont été de mauvaise foi, qui ont peut-être été malhonnêtes, mais la grande majorité des assureurs, pour les avoir rencontrés, c'est des gens super sympas et qui ne sont pas là pour arnaquer leurs clients. Donc, dans tout domaine, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Ce qui compte, c'est en tant que consommateur, d'avoir suffisamment de discernement pour essayer de démêler un peu le vrai du faux. Après, je pense aussi, ce qui fait que ça a une mauvaise image, c'est que on parle d'argent. Et qu'on le dise, c'est un peu cliché de dire ça, mais en France, l'argent est toujours tabou. Dès que tu parles de gagner de l'argent, de gagner plus, etc., c'est toujours mal vu, c'est normal. C'est surtout dans ton domaine, parce qu'il y a des formations en ligne. Formations sur la cuisine, bon. Ouais, voilà. Là, il y a moins de problèmes. Donc, on est sur une image en France. Moi, mon avis, c'est que aujourd'hui, en France, on a une image quand même assez négative des personnes qui gagnent de l'argent parce que ça renvoie à ceux qui n'en gagnent pas, en fait. À leur situation. Ce qui n'a pas vraiment de sens de dire parce que des gens gagnent de l'argent, d'autres ne vont pas en gagner ou vont en gagner moins. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'économie, mais pour beaucoup de personnes, ils n'ont pas forcément la connaissance de l'économie pour comprendre cette notion-là. Il y a de la jalousie évidemment qui va jouer quand tu montres des élèves qui, avec un seul projet, gagnent plus que certaines personnes avec un salaire. Tu peux dire, c'est honteux. Bien sûr. Et donc ça soulève beaucoup de choses qui sont plutôt de l'ordre de l'émotionnel et non du rationnel. Et c'est pour ça que tu as des personnes qui vont dire que c'est de l'arnaque. Elles préfèrent se reposer derrière le fait que c'est probablement de l'arnaque. Plutôt que de se dire peut-être que j'ai pas fait les bonnes choses dans ma vie, peut-être que j'ai pas fait les bons choix, ou peut-être que je devrais même juste essayer. Ça veut pas dire que tu vas réussir, mais juste peut-être que tu devrais essayer. Et je préfère dire que c'est de l'arnaque, comme ça au moins je dors tranquille et je n'ai pas à me dire. Exactement. Moi je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et ça me remet pas en cause ce que moi je fais, ce que moi je suis. Alors que ces personnes. C'est un sujet intéressant. Très bien. C'est un sujet très intéressant. Bien sûr. Après il y a quelque chose aussi, je pense, en France et peut-être partout ailleurs, c'est le fait de payer pour de l'éducation alors qu'on a un système éducatif qui est gratuit. Mais moi, j'ai du mal à comprendre, entre guillemets. Juste coupe là-dessus, parce que c'est un point qui est important. Le système éducatif n'est pas gratuit. Ouais. C'est-à-dire, on paye avec tu vois pas un truc qui fait moins X euros sur ton compte si, à la fin du mois, Nicolas. Voilà. Je veux dire, on n'a jamais eu besoin de payer pour entrer dans une école, à part des cursus supérieurs, écoles privées et cursus supérieurs qui après deviennent hors de prix. Et moi, je comprends pas pourquoi des personnes sont réticentes à dépenser entre 1000 et 3000 euros pour une formation professionnalisante sur un domaine qui les intéresse, alors qu'on nous dit que la voie royale, c'est faire des études supérieures où tu payes 10 à 30 000 euros par an pour un diplôme dans lequel tu n'apprends rien de concret et où tu es un roi de la théorie, mais où tu n'as jamais travaillé. J'ai du mal à faire Il y a plusieurs choses. Et c'est un sujet qui est hyper intéressant, mais qui est long à développer. Mais on va faire ça vite. On est là pour ça. Donne-moi ton avis juste rapidement. Ouais. Alors, mon avis, c'est simple. Regarde, on dit que c'est gratuit. Donc déjà, non, c'est pas gratuit. Parce que... alors, encore une fois, la plupart des gens ne cotisent rien, ne payent quasiment pas d'impôts. Donc, 50% des gens en France ne payent pas d'impôts. Ça, c'est les chiffres, c'est la réalité. Les autres 50% payent du coup pour les autres. Ok. Le top 1% paye pour tout le monde. En gros, c'est ça la réalité. Tu vois, le top 1% paye plus que, je pense, que les 49% restants. C'est la réalité. Donc, il faut bien comprendre que si aujourd'hui l'éducation est gratuite, c'est parce que les gens qui ont plus d'argent payent pour les autres. Ça, c'est une réalité, tu vois. C'est indéniable. Bon. C'est bien, c'est pas bien, on n'est pas là pour en parler. On est juste là pour rappeler ça. Deuxième point, c'est pas gratuit parce que ça te mange, ça te vole ton temps. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce qui est gratuit n'est pas gratuit. Si je te dis, je sais pas, tu as 2 files pour aller, aller au cinéma, tu as une file où tu dois attendre 1 heure avant d'acheter ton ticket et une où c'est gratuit, tu dois juste attendre et payer ton ticket, ou alors une file qui va plus vite et tu payes 1 euro, qu'est-ce que tu choisis ? Tu vois, ça dépend de la valeur de ton temps. Si ton temps vaut plus d'1 euro de l'heure, tu as tout intérêt à payer 1 euro pour
passer dans la file rapide. Bah, c'est la même chose. Quand tu es à l'école, que tu passes 5 ans à l'école, même si c'est gratuit, qui dit gratuit, d'ailleurs, dit qu'en général, l'enseignement n'est pas d'excellente qualité. Enfin, en tout cas, moi, j'étais à l'université en France, je ne parle pas de toutes les universités, on va parler juste de mon cursus et de ceux que je connais. Personnel. Moi, j'ai trouvé ça très, effectivement, théorique. Je trouvais que les profs étaient, en général, alors il y en a qui étaient excellents, encore une fois, je ne vais pas faire de généralité, mais la plupart, c'était, je trouve, peu poussé par rapport à ce que j'ai appris sur Internet. Encore une fois, même dans des contenus gratuits. J'ai eu des bien meilleurs cours sur des contenus gratuits, notamment aux États-Unis, que sur des cours à l'école. C'est quand même assez étonnant, je trouve. Enfin, pas tant que ça, on peut y revenir. C'est mon cas aussi. C'est mon cas aussi. Et au-delà de ça, ça m'a volé mon temps parce que, alors, je ne plains pas, j'ai fait que 3 ans, entre guillemets, j'ai fini à 19 ans, ça va. Mais si j'avais fait 2 ans de plus, j'aurais perdu 2 ans qui m'auraient. Enfin, je veux dire, ce que j'aurais appris en 2 ans, ce que j'aurais appris en 2 ans d'école de commerce, je pense que je l'aurais appris en l'équivalent de 2 ou 3 mois par moi-même. C'est parce que j'apprends vite. Tout le monde n'est pas forcément dans sur ce cas-là. Mais j'aurais perdu du coup 1 an et demi, 2 ans de mon temps parce que je serais allé dans une voie plus lente d'apprentissage. Après, tu as un réseau, ça a des points positifs, il n'y a pas que des points négatifs. Bien sûr que non. C'est ça. Donc, et juste pour terminer là-dessus, du coup, quand tu dis investir 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros dans une formation payante, moi je le fais. Le cas d'HEC est très bon. Et tu vois, j'ai investi dans une formation en ligne d'une école. Et c'est pas anodin, tu vois. C'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi ? Parce que l'école, en fait, elle m'impose une durée limitée. Je dois passer 2 ans, comme je t'expliquais, à l'école. Là, c'est une formation en ligne, donc je la suis à mon rythme, en fait. Donc je gagne du temps. Si j'ai envie de la suivre 1 heure par jour, je le fais. Si j'ai envie de la suivre 8 heures par jour pendant 3 jours, je le fais. Et moi, ça me donne cette flexibilité d'apprentissage, ce qui pour moi est très important. Donc je peux payer plus cher, mais je gagne du temps. Et ça, c'est plus important pour moi. Donc au-delà de ça, même si tu payes 5 000, 10 000 euros, au final, tu peux gagner 1 an, 2 ans, 3 ans. Et encore une fois, ce qui est accepté aujourd'hui, c'est de faire un crédit pour payer 30 000 euros d'école de commerce. Mais c'est pas accepté, ou en tout cas moins accepté, de payer 3 000 ou 5 000 auprès d'un vrai expert qui a réalisé. Attention, c'est ça. C'est conditions qui comptent. Il faut que la personne ait réalisé ce qu'elle dit. C'est ce que j'essaie de... Et juste une petite question là-dessus. Tu parlais donc quand tu étais en études que tu t'étais dit, moi je veux faire une grande école de commerce, c'était un petit peu ton objectif au départ. Est-ce que c'était chez HEC justement la formation que tu fais aujourd'hui, que tu rattrapes maintenant sur ton temps libre Je pense pas que j'aurais eu le niveau pour faire HEC, pour être très sincère. D'accord. Je pense pas avoir été super bon élève, pas suffisamment bon élève en tout cas. C'était cette formation-là, c'était cette école, ton rêve un petit peu de... Ouais, c'est ce type d'école. Moi, je vais faire une école de commerce du top 5, du top 10, tu vois. Voilà, Et au final, ce que j'ai appris il y a 6 mois, c'est que, tu vois, mon associé Marc, il a fait une très grande école de commerce qui est la 2e ou la 3e de France. Ouais. Et quand il est sorti d'école, je vais pas dire son salaire pour rester, mais je lui demanderai, on verra s'il me le dit, parce qu'il a accepté de venir faire un épisode avec moi. Donc tu lui demandes. Je pense qu'il te le dira. Je pense qu'il te le dira. Mais c'est un salaire qui en choquerait plus d'un. C'est-à-dire qu'il a passé 3 ans à l'école, parce qu'il a fait une prépa avant, 3 ans à l'école de commerce qu'il a payé. À l'époque, c'était beaucoup moins cher, parce que Marc est un peu plus âgé que moi. Ça lui a coûté peut-être 10 000 euros par an. Aujourd'hui, c'est 12 ou 13. Je sais pas. C'est énorme. Même c'est beaucoup d'argent. Pour monsieur tout le monde aujourd'hui, c'est plus compliqué. Le logement, plus la nourriture, plus les différents frais de déplacement, plus le temps perdu. Et il gagnait un salaire qui est largement inférieur à la moyenne française. Largement inférieur. Donc vous verrez. Non, mais c'est difficile. Je pense qu'il y a des soucis dans le système éducatif, dans le système en général, que c'est pas à nous de régler. On va pas parler de ça toute la journée, mais c'est vrai qu'il y a plein. Moins efficient. Évidemment. C'est logique. Évidemment. C'est logique. C'est pour ça que moi, je conseillerais à toutes les personnes qui ont un objectif précis, si elles trouvent le bon formateur et la bonne formation en ligne qui les amène vers cet objectif précis, de foncer parce que c'est un gain de temps et c'est un gain de compétences. Je vais juste ajouter un point. Désolé, je parle beaucoup, mais ça m'intéresse. Non, il n'y a aucun problème, on est là pour ça. C'est intéressant. Tu vois, aujourd'hui, j'aurais la possibilité de donner des cours dans une université, par exemple. Ouais. Je pourrais tout à fait le faire. Ouais. Tu sais combien gagne un prof à l'heure ? Non. Un prof d'université ? Non. Je pourrais pas dire précisément, ça dépend du grade. Mais globalement, ça va de 25, je crois, euros de l'heure. Tu vas te déplacer. Hein. Tu viens pas pour 8 heures la journée, tu viens pour des fois 2 heures. Donc si tu n'habites pas à Lyon, à Paris, machin, déjà tu te déplaces. Et tu gagnes, je crois, 25, 30, allez, 40, 50 euros de l'heure dans le meilleur des cas. À ton avis, je te laisserai faire la conclusion, Nicolas. Une personne qui est extrêmement compétente, outre l'aspect j'aime enseigner, blabla, je le fais parce que j'aime bien ça, très bien. Même si tu aimes bien ça, à la fin de la journée, si tu gagnes 30 euros de l'heure, que tu es multimillionnaire parce que tu as créé plein d'entreprises, que tu as investi en immobilier dans des dizaines d'appartements, est-ce que, si tu as le choix, tu vas préférer enseigner via ta propre école, entre guillemets, école, organisme de formation, peu importe comment tu l'appelles, ou alors aller faire à l'université dont tu vas
déjà toucher les fruits, déjà. Ouais. Tu vas être payé à la hauteur de ce que tu apportes en termes de valeur. C'est un marché libre. Donc si les gens ne sont pas intéressés par ce que tu vends, eh bien personne n'achètera ta formation. Donc tu gagneras zéro. Alors qu'à l'université, même si tu es un prof nul, tu gagneras quand même ta vie. Parce que tu es payé à l'heure. Bien sûr. Donc si tu es très bon, et donc tu es sûr de ta valeur, et de la valeur que tu apportes, qu'est-ce que tu choisis? Évidemment que tout le monde, tous les gens censés choisiraient l'option de lancer leur propre organisme de formation, Encore de une fois, définir leurs propres règles et leur façon de faire passer l'information qui leur semble le plus efficace pour les élèves et le plus Il y a direct. des gens qui le feront pas. Je suis bien d'accord qu'il y a moi j'ai eu des excellents profs qui faisaient vraiment de manière caritative quasiment. Ils étaient payés quand tu gagnes 30, je suis désolé, mais quand tu gagnes 30 € de l'heure et que tu étais entrepreneur avec 200 salariés avant et que tu as 60 ans, tu fais ça pour le plaisir, c'est vraiment pour le plaisir. Et tu as des gens qui n'ont pas envie de créer un organisme, ça je l'entends bien. Et il y en a plein qui le font comme ça, et respect à eux. Mais globalement, tu vas pas avoir la meilleure qualité d'enseignement, c'est totalement logique, parce que la rémunération n'est pas suffisante pour aller permettre à une personne, par exemple comme moi, encore une fois, sans prétention, mais ou d'autres personnes qui ont un niveau de qualification équivalent à moi, d'aller à l'école, d'aller se déplacer à l'université de Nice, de Paris, de Lyon, etc. Pour aller enseigner. Après, il y a des domaines où, pour se lancer en tant que formateur indépendant, il faut avoir un esprit entrepreneurial. Et il y a des domaines où on va chercher des gens qui n'ont pas forcément ce profil. On va chercher des gens qui ont une expertise, par exemple, je pense à la médecine, à ce genre de choses, des gens qui ont une expertise. On parle d'études de commerce, je précise. Voilà, on parle d'études de commerce. Mais il y a aussi des enseignants des enseignants qui ont la passion de l'enseignement et qui sont pas forcément d'un tempérament entrepreneurial. Après, je pense quand même que pour être un bon enseignant, il faut avoir réussi à avoir de très bons résultats dans son domaine. Et malheureusement, j'ai déjà entendu des histoires de professeurs en école de commerce ou de professeurs en finance qui eux-mêmes, au niveau personnel, qui avaient des finances désastreuses, une gestion de leurs finances limite, et puis qui n'avaient jamais rien fait de très haut niveau dans ces domaines-là, alors que tu enseignes dans des écoles qui coûtent une fortune. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes vont soulever le fait que certains vont dire que certains formateurs enseignent des choses, etc., parfois qui ne sont pas suffisamment qualifiés. C'est possible qu'il y ait des formateurs qui sont pas très qualifiés. Non, mais bien sûr, il y a du bon et du mauvais. Mais personne ne va soulever qu'à l'école, la majorité des professeurs, c'est ça le problème. Ils ne sont pas extrêmement qualifiés ou forcément extrêmement compétents dans leur domaine. Il y en a encore une fois qui le sont, et encore une fois, ce que je dis s'applique aux études que j'ai faites, à savoir l'économie, le management, le marketing. Je connais pas les autres filières, donc je ne vais pas m'avancer sur la médecine, etc. Et évidemment, c'est des métiers où tu es obligé ça, c'est des métiers où et je préfère avoir un médecin qui a fait des études que quelqu'un qui est autodidacte. Je préfère. Oui, moi aussi. On est d'accord. C'est clair. Après, voilà, dans le domaine des écoles de commerce, pour en finir là-dessus, école, finance, commerce, je préfère avoir un prof qui est entrepreneur, multimillionnaire, qui a réussi dans ce domaine-là et qui va m'apprendre comment il a fait, plutôt que quelqu'un qui a été employé toute sa vie et qui va m'apprendre comment marche le business. De toute façon, regarde, c'est très simple. Un professeur en médecine, c'est un docteur en général. Oui, c'est un Il est docteur, ok. Un professeur en entrepreneuriat, il n'y a pas de diplôme d'entrepreneur. Non. Qu'est-ce qui prouve que tu es un bon entrepreneur ? C'est que tu as entrepris et que tu as réussi. Ouais. C'est tout. Après, ton diplôme d'entrepreneur, c'est ça. Donc si tu n'as pas ce diplôme-là, c'est comme si tu faisais enseigner en médecine un docteur qui n'est pas docteur. Donc moi, je vais aller enseigner en médecine, je sais pas, la chirurgie, ça n'a aucun sens. Je ne suis pas docteur. Je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas les qualifications. Ça serait inquiétant même. Ce serait très inquiétant. Et donc, ton diplôme en tant qu'entrepreneur, c'est ta réussite financière ou entrepreneuriale. Il n'y a pas que l'argent, mais d'avoir créé un projet qui a eu de l'impact, etc. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ça va me permettre de rebondir sur un point moi, qui m'intéresse beaucoup, l'éducation, tout ça. C'est toi, tu nous as dit donc plusieurs fois pendant qu'on discutait que tu lisais beaucoup, que tu écoutais beaucoup de podcasts, que tu regardais beaucoup de vidéos éducatives. Moi, j'aimerais savoir qui sont les personnes qui t'ont le plus influencé quand tu as commencé à t'intéresser à l'immobilier. Quelles sont les sources que vraiment qui t'ont mis le pied à l'étrier quand tu as commencé à t'intéresser à l'entrepreneuriat, à l'immobilier? Est-ce que déjà tu te rappelles un petit peu de ceux qui ont provoqué des déclics, qui ont provoqué des changements de façon de penser chez toi? Intéressant. Alors, même si je lis beaucoup et que je consulte beaucoup de choses, globalement, moi, je suis quelqu'un du réel, en fait. J'aime beaucoup les rencontres réelles, rencontrer des personnes qui m'inspirent et apprendre auprès d'elles. Donc, l'influence, malheureusement, pour ceux qui nous écoutent, ça ne sera pas duplicable pour eux, mais moi, la personne qui m'a plus influencé, je dirais que c'est la personne que j'ai rencontrée lors de mon début en immobilier, notamment la personne avec qui j'ai fait un stage en agence.
Voilà, donc lui m'a beaucoup influencé. D'autres personnes, j'avais aussi un ami, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, un ami du lycée, qui lui aussi s'est lancé en investissement en même temps que moi. Et Ouais. qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il a commencé un peu avant moi. Attends, je vais juste changer de casque, j'ai plus de batterie, j'arrive. Ah, vas-y, il n'y a pas de souci. Hop, Parfait. du coup, on revient ici parce qu'il y a eu un changement de casque qui est obligatoire. Ouais, Donc, je on la t'écoute, prendrai après. vas-y, on t'écoute. Donc je disais, ouais, j'ai eu un ami qui était également au lycée avec moi et qui s'est lancé aussi en immobilier. Ouais. Et donc lui aussi, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré, s'est lancé un peu avant moi. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était un des premiers en France à faire de la colocation. Donc c'est un des premiers dans sa ville et en France en général à se lancer dans la coloc. D'accord. Aujourd'hui pour moi c'est quelque chose qui est totalement saturé et Ouais. c'est lui-même qui me le dit parce il a encore certains de ses appartements et il me dit qu'aujourd'hui c'est très difficile de louer alors qu'à l'époque D'accord. il mettait une annonce et en 2 heures il louait tout son appartement, tu vois, il louait ses 4 chambres Ok. et voilà, c'est un mec très intelligent qui était un des premiers à faire des choses naturellement. En fait il a juste réfléchi, il s'est dit bah, je vais faire ça et en fait il avait des biens en coloc qui lui rapportaient énormément C'était de son rentabilité. idée, quoi. Il est pas allé la chercher Non, il n'est ailleurs. pas allé, il Ça n'a pas lui est lu un venu, livre ni rien. incroyable. Ah, Ouais, c'est non, ça. mais comme quoi. Hein. Après, niveau contenu, franchement, j'avais pas beaucoup de ressources en immobilier à l'époque quand je me suis lancé. Ouais. J'ai vraiment très vite appris l'anglais. J'ai D'accord. vraiment fait en sorte de vite apprendre l'anglais. Donc la lecture, je me rappelle, j'ai lu mon premier livre en anglais quand j'avais genre 17 ou 18 ans, je sais pas. Ouais. J'étais pas très fort, hein. Sincèrement, Ouais, j'ai appris ouais. vraiment sur le tas. J'ai lu, et je me suis amélioré. Et donc j'ai lu beaucoup de livres en anglais. Il y avait beaucoup de... il y en a plein. Est-ce que je vais m'en souvenir? C'est difficile. Ah, c'est dur C'était de se il y a rappeler des 7 noms ans. des livres. Hein. Mais j'ai du mal Mais aussi. j'en ai plein à la maison, j'en ai plein au Ouais, numérique. ouais. Mais même J'ai lu, je des pense, plus d'une anecdotes, centaine de livres. d'arriver à les relier au livre, au contenu que tu as. C'est ça. C'est Après, ça compliqué. devient inconscient, tu vois. Mais C'est bon, en ça. tout cas, voilà, j'ai lu beaucoup de bouquins, plein m'ont plu, plein ne m'ont pas plu. Et aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, justement, c'est à mon tour de créer du contenu à partir de ce que. T'as appris. De mon expérience et aussi Ouais. par rapport aux livres que j'ai lus, parce qu'inconsciemment, comme tu viens très bien de le dire, parfois les choses restent dans la tête. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça crée une pensée en fait. Le fait d'avoir lu 100 livres, je sais que ça influence qui je suis aujourd'hui, la manière Bien dont sûr. je pense, Bien sûr. mon expérience, etc., etc. Et donc aujourd'hui, j'ai écrit un bouquin, via mon expérience, etc., ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai écrit un livre il y a maintenant 2 ans, je crois, Ouais. qui s'appelle Le Code des Affranchis. Vous pouvez le trouver sur Amazon et un peu partout. Ok. Je fais des podcasts, j'en suis à 140 podcasts, je crois, qui ont été enregistrés. C'est le podcast Les Affranchis, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de Ouais. podcast. On mettra Et- tous les liens sur les Et plateformes. pour moi, le où on fait peut de mettre créer, et je pense que toi, Nicolas, tu verras aussi avec tes créations, le fait de créer, ça aide aussi beaucoup à apprendre. C'est bête, mais il y a. Pareil, voilà, du coup, je sais pas d'où ça vient, mais j'avais vu une expérience, enfin, en tout cas une étude qui montrait que pour maîtriser un sujet, il faut 3 choses. Il faut avoir un mentor, une personne qui est meilleure que toi qui te l'enseigne. D'accord. Une personne qui est au même niveau que toi, avec qui tu vas en échanger, tu vas en parler, et une personne qui est moins forte que toi, à qui tu vas enseigner. Il faut les 3. Ok. Pas juste le mentor. Ça, c'est l'erreur que beaucoup voient. C'est de se dire, ah, il me faut juste un mentor, etc. Non, c'est bien d'avoir une personne à chaque étage, parce que c'est comme ça que tu vas, on va dire, canaliser l'information, D'accord. l'intégrer au mieux, l'intellectualiser et la rendre pratique. Parce que quand tu dois expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est pas Qui a du moins, tout qui la a même moins de chose. connaissances que toi, ouais. C'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est un exercice que j'adore faire. J'adore la pédagogie. C'est pour ça que je fais de la formation aussi. Je suis passionné par ça. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais qu'il y a des gens qui sont passionnés de pédagogie et d'enseignement. C'est mon cas. Hop. C'est mon cas. Mais ça n'empêche pas de vouloir le faire également dans un but entrepreneurial et de gagner de l'argent avec. Je trouve que c'est important de faire. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a un peu cette image de dire, ok, si tu vas enseigner quelque chose, tu vas le faire gratuitement. Parce que, comme tu l'as dit, beaucoup ont l'image de l'enseignement qui est gratuit, etc. Mais pourquoi? Non, mais Pourquoi oui, quelqu'un- bien sûr. Pourquoi quelqu'un va faire ça? Enfin, Bien oui, sûr. tu as de l'altruisme, tu as des gens qui le feraient, mais c'est normal d'être À grande rémunéré échelle, pour le travail que tu fais. C'est ça, à logique. grande échelle, ça demande beaucoup de travail, de produire du contenu, de produire des ressources éducatives. Il y a aucune raison, si la ressource est de qualité, il n'y a aucune raison de pas demander une petite participation à la personne qui veut la suivre. Moi, je suis de cet fait. avis-là. Je suis de cet avis-là. Et aujourd'hui, est-ce que, du coup, aujourd'hui, toi, tu voyages beaucoup. Donc, j'imagine que tu rencontres beaucoup de monde d'horizons différents et que ces gens-là t'influencent. Mais est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui sur la scène entrepreneuriale, sur la scène de l'investissement qui te semblent être des personnes à suivre parce que la façon dont elles expliquent les choses ou leur message te touche toi? Alors, effectivement, donc
pour reprendre ce que tu as dit, je voyage beaucoup, je voyage entre 6 et 8 mois par an, je dirais. Donc tous les ans, partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Afrique, à Dubaï, aux Émirats, etc. Et en Asie. Donc je rencontre plein de personnes, je fais pour ça. En partie, c'est une des raisons qui me fait voyager, c'est que j'ai rencontré des dizaines de personnes qui m'ont vraiment fait évoluer. Comme je te dis, je suis quelqu'un du réel, j'aime beaucoup rencontrer des gens, et ma manière pour moi d'évoluer en tant que personne, c'est pas que de lire et de rester dans la théorie, c'est de voir la pratique et de rencontrer des personnes. Donc oui, je rencontre beaucoup de personnes. Aujourd'hui, des personnes que je peux te citer qui m'inspirent d'un point de vue investissement, il y en a plusieurs. Je vais te citer que des Américains parce que je suis bien sûr. que des Américains. Moi aussi, je suis dans ce cas-là. Une personne, je crois, dont je t'ai parlé, Nicolas, c'est Alex Hormozy. J'adore. Donc, qui est un Américain que j'adore, qui parle beaucoup d'entrepreneuriat, de philosophie également, je trouve pas mal. Et je trouve ça passionnant. Le mec est absolument brillant. Et c'est pour moi un exemple. C'est une personne qui a une trentaine d'années, qui a un patrimoine de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, il coupe vraiment tout le gras, si je puis dire. Tout le superficiel, il l'enlève de son discours. Très concret. Et ça va vraiment droit au but et j'adore ça. Tout à fait. Donc Alex Hormozy, que je peux recommander à tout le monde si vous parlez anglais, pour l'entrepreneuriat. Une autre personne que j'aime bien, dont j'ai lu le livre, et qui a créé une plateforme que j'aime beaucoup, il s'appelle Naval Ravikant. C'est un entrepreneur américain et investisseur, qui est milliardaire je crois, et qui a créé notamment une plateforme d'investissement dans des startups. Donc c'est une personne que j'aime bien également suivre. Quelle autre personne? Récemment, j'ai découvert un Américain aussi que je commence un peu à découvrir, donc je vais en parler. C'est une découverte que j'ai fait récemment, donc j'ai pas encore un avis fondé sur la personne, qui s'appelle Patrick Bet-David. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, j'ai déjà entendu. Je crois même avoir déjà vu un peu de ses contenus. Voilà, donc excellent aussi. J'ai bien aimé ce qu'il faisait. Il parle beaucoup d'entrepreneuriat. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est que tu as accès. Tu as des personnes comme Alex Hormozy, donc c'est son business encore une fois, il partage ce qu'il fait, mais ça lui rapporte évidemment de l'argent, non pas qu'il vend une formation, lui c'est un business model qui est différent, mais lui en fait il va aller investir dans des entreprises. Donc c'est intéressant pour lui de créer du contenu, de se faire connaître et faire en sorte que des personnes aient envie de faire partie du groupe Hormozy en fait, un petit peu. C'est ça. Donc c'est très intelligent aussi, et c'est une personne, faut se rendre compte de la chance qu'on a, que ce soit dans la partie livre, que dans la partie YouTube vidéo, on a accès aujourd'hui à des personnes qui pèsent des centaines de millions de dollars et qui vont vous partager leurs connaissances, finalement comment on pourrait dire, la quintessence de ce qu'ils ont appris dans leur carrière. Et ça, je pense que peu de personnes réalisent à quel point c'est important et à quel point c'est game changer dans ta vie. Quand tu peux accéder à la mémoire d'une personne alors ça peut être lié aux finances, tu vois, moi je parle d'entrepreneuriat, mais je sais pas si tu es passionné par l'exploration arctique. Tu peux lire le livre d'un gars qui a fait les plus grosses explorations arctiques du monde et qui va te donner la quintessence de ce qu'il a appris. Si tu es passionné de géologie, tu peux lire un livre d'une personne qui a fait les plus grosses recherches en géologie. Si tu es passionné de psychologie, même chose, etc., etc. Et ça, pour moi, l'accès aujourd'hui qu'on a à l'information grâce à Internet, c'est juste prodigieux et absolument personne n'en tire profit. Enfin, j'aime pas s'il y a 1% des gens qui en tirent vraiment ne serait-ce que 10% du profit que ça peut générer. C'est incroyable. Les raccourcis et même au niveau de l'inspiration que ça procure de voir ce que les gens sont capables de faire et de savoir que tout le monde est capable de le faire. Si quelqu'un le fait, tout le monde peut le faire. Mais de voir comment ils ont fait, que cette personne puisse nous expliquer son chemin à lui, comment elle a fait, les erreurs à éviter et tout ce raccourci que nous on peut prendre pour arriver plus vite à ce niveau-là, c'est incroyable. Et moi j'adore ça, je consomme beaucoup de contenu, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos, je suis un petit peu comme toi. C'est pour ça aussi que je lance ce podcast, parce que j'ai envie de donner accès à des gens inspirants comme toi, à un public de personnes qui n'y auraient pas accès d'habitude. Et je suis d'accord avec toi qu'on vit dans une belle ère pour apprendre toutes ces notions et pour être inspiré par des gens qui ont vraiment des choses intéressantes à dire. Dis-moi. Non, j'ai rien ajouté, juste simplement qu'il y a une ou deux générations, ce qu'on dit là était totalement hors du commun et paraissait fou. Si on avait dit à nos grands-parents que en 2022 déjà, il y aurait la possibilité d'apprendre des personnes les plus intelligentes sur Terre, d'avoir accès, même quand tu es au fin fond de l'Afrique, ou au fin fond de l'Asie, ou au fin fond de l'Amérique du Sud, à des cours à Harvard à distance, personne n'y croirait. Ouais, on vit une belle époque, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et on va se rapprocher de la fin parce que j'ai pas envie de te prendre trop de temps. J'aimerais savoir, est-ce que tu penses que le fait de vouloir toujours apprendre plus, de vouloir toujours s'améliorer, de vouloir toujours essayer de faire les choses mieux qu'on les faisait la veille, ce genre de choses, est-ce que tu penses que c'est une qualité indispensable pour tous les gens
qui veulent réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans un domaine en particulier, pas forcément sur l'argent. Est-ce que tu penses pour toi que c'est une notion qui est indispensable? C'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est très dur de te répondre sur l'aspect indispensable. Ouais, indispensable. Je Est-ce prétends que pas tu savoir. penses que c'est une des choses les plus importantes que quelqu'un puisse faire, de toujours essayer d'aller chercher plus loin, de toujours essayer d'apprendre plus? Parce que toi comme moi, j'ai l'impression qu'on est des personnes qui vont toujours chercher de l'information, toujours chercher de la nouveauté, toujours essayer de comprendre les choses. Est-ce que tu penses que c'est une caractéristique qui est extrêmement importante chez les gens qui veulent Extrêmement aller... important, on est 100% d'accord. Oui, c'est sûr. Ok. Extrêmement important, oui. Indispensable, Oui, c'est un ouais, mot un peu ouais, fort. d'accord. C'est un mot un peu fort. Je connais beaucoup de personnes qui, à 50 ans, 60 ans, ont atteint un très haut niveau de succès Ouais. au fil de leur carrière, qui gagnent très bien leur vie, qui ont une vie qui les satisfait, dont ils sont heureux. Et c'est pas des personnes comme nous, tu vois. C'est pas des personnes qui vont chercher de l'information tout le temps, qui sont tout le temps en train de bosser plus, tout le temps en train de s'améliorer, etc. Moi, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Ouais. Je suis comme ça, donc Ouais, tant ouais. mieux, tant pis. Tu as peu toujours importe, été parce comme que ça, je suppose. voilà, T'as c'est à commencé double très tranchant. jeune et ouais. Ça me permet d'avancer beaucoup plus vite, mais c'est pas indispensable. Je pense Ok. que ça permet juste d'aller plus vite. Mais je pense que, de toute façon, il n'y a pas de secret. Je connais personne qui soit acharné dans un domaine pendant 5 ans, 10 ans, qui n'ait pas réussi. Ouais. Ou qui a pas un niveau dans ce domaine-là au-dessus de C'est 99% de la population, évidemment. Même si tu pars vraiment de très bas d'un niveau scolaire, intellectuel, tout ce que tu veux, si tu t'acharnes 10 ans sur un domaine, à un moment donné, c'est obligatoire que tu réussisses. Il n'y a pas de... Enfin, excepté, on va exclure les choses extrêmement complexes. Je sais pas, tu veux être sportif de haut niveau, si tu n'as pas les capacités de base, tu vois, si tu veux être bien footballeur sûr. pro, Bien sûr, c'est compliqué de... Ouais, c'est mais sûr. tu m'as compris, sur un domaine qui est relativement s'apprend. accessible, Sur un domaine par qui exemple s'apprend, l'immobilier, ouais. je suis désolé, mais l'immobilier, tu vois, je faisais le point tout à l'heure sur les assurances, je dis que c'était le truc le plus difficile que j'ai fait, largement plus que l'immobilier. C'était bien plus dur C'est vrai, de créer une d'accord. entreprise comme ça que de faire l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est infiniment plus simple. L'immobilier est beaucoup plus simple que ce que je fais aujourd'hui. Et je pense que l'immobilier est aussi beaucoup plus accessible que ce que une partie des gens s'imaginent. Pour beaucoup, Tout à fait. un investissement immobilier, c'est une opération énorme parce que on est en France, on voit l'investissement immobilier comme j'achète ma résidence principale, je m'endette sur 25 ans, 30 ans. Ça semble être des achats tellement gros et tellement importants qu'un investissement immobilier à côté pour se faire un complément de revenus ou quoi que ce soit, du patrimoine, quoi que ce soit, ça paraît être un projet tellement gros que la plupart des gens s'imaginent ça plus gros que ça ne peut l'être, Jim, je pense. Je pense aussi, alors qu'en réalité, pour moi, avec le recul et avec le recul des élèves qui sont passés à l'action, il y en a beaucoup. Franchement, je dirais pas que c'est simple. Enfin, je dirais que c'est simple. Je dirais pas que c'est facile, je dirais que C'est c'est pas simple. facile, il faut le faire, mais il n'y a rien de compliqué. Il faut le faire, il faut distinct. passer à l'action. Ok, eh ben écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup pour ce temps-là. J'aimerais quand même qu'on Avec puisse plaisir. résumer un petit peu aux gens, tous ceux qui veulent en savoir plus sur stratégie immobilier, sur toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je vais mettre le premier lien. En premier lien, pardon, la conférence gratuite que tu donnes dans laquelle tu expliques ta stratégie d'investissement et Ouais. t'expliques ce que tu enseignes dans ta formation. Donc, toutes les personnes intéressées, elles pourront y aller par là. Tu nous as Si parlé ce de ton podcast vous a plu, podcast. je pense que ça va vous plaire parce que c'est vraiment 30 minutes de pur contenu immobilier et de stratégie. Donc si vous voulez vous Super. lancer, allez-y. Super, impeccable. Bah, il y aura lien. Tu nous as parlé d'un podcast. Tu nous as parlé de ton livre. Donc, on mettra les liens, le livre sur Amazon, le podcast sur les plateformes Toutes les de plateformes. podcast. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où les gens peuvent te suivre? Est-ce la qu'il chaîne y a la YouTube. chaîne YouTube Stratégie Immobilier qu'on mettra aussi, bien sûr? Là, moi, je commencerai par la conférence et après la chaîne YouTube, vous verrez plein d'études de cas d'élèves. J'en montre dans la conférence, mais le Ouais. mieux après, c'est d'aller passer, si vous voulez, passer 1 heure à regarder des dizaines d'études de cas d'élèves qui ont acheté des immeubles, qui ont fait des achats-reventes, des opérations de marchand de biens. Ça, vous verrez que c'est concret, vous verrez les réussites des personnes, peut-être comme vous allez peut-être vous identifier à une ou plusieurs personnes que vous verrez sur notre chaîne qui sont nos élèves et ça peut vous aider à vous projeter sur vos futurs projets. Super, super. Eh ben, écoute, on met tout ça dans la description. On met tout ce qu'il faut pour te retrouver, pour retrouver tout ce que tu fais. Merci encore, Baptiste, pour Avec ton plaisir. temps. Et puis, il y a plein de choses desquelles on n'a pas pu parler,
peut-être que ça fera l'objet d'un prochain Si épisode. Si on a des demandes, avec plaisir. Si on a l'occasion, voilà, si on a des demandes. Et puis, merci beaucoup. Je te laisse, on se laisse là-dessus et je te dis à très bientôt et à très bientôt à tout le monde. Merci à toi. Let's go. Ciao. Au revoir. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.